Myrlande Maniga, candidat au Sénat et aussi épouse d'un candidat à la présidence. Cela fait une activité fébrile ces jours-ci, Madame Maniga. Eh oui, d'abord, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure passera l'émission. Et je souhaiterais saluer tous les auditeurs de Radio Haïti Inter. Effectivement, pour répondre à cette toute première question, ça fait une activité fébrile. Mais je dirais que la politique elle-même est fébrile ces jours-ci. Évidemment, le fait d'être l'épouse d'un candidat et candidate soi-même, ceci ajoute aux activités et surtout aux responsabilités. Ça, je l'avouerai bien volontiers. Vous avez un emploi du temps très chargé. Comment arrivez-vous à équilibrer, Madame Maniga, votre campagne personnelle et la compagnie de votre mari, la campagne de votre mari? Je dirais que dans un premier temps, je me suis surtout préoccupée de sa campagne. Je ne cesse d'ailleurs de me préoccuper de sa campagne. Mais au point de vue de l'emploi du temps, je l'ai accompagné jusqu'ici dans 5 départements. Il est parti ce matin pour le 6e département et je n'ai pas accompagné. Je le regrette beaucoup pour ceux du département du Sud-Est qui m'attendaient, que j'avais d'ailleurs visité auparavant. Mais il est difficile, je pense, lorsque, comme moi, on prend une campagne électorale au sérieux et surtout une campagne sénatoriale au sérieux, de courir les autres départements. Je le dis non pas par dédain pour ceux que je n'ai pas encore visités, je le regrette très sincèrement, s'il était possible de se multiplier ou d'allonger le temps. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Nous avons une campagne électorale très courte. Il a fallu donc faire un choix. Et c'est un choix qui m'a coûté dans le sens dans lequel j'aime bien participer à tout ce que fait Leslie, mais de notre côté, en fonction des responsabilités que j'ai acceptées librement d'assumer, cela ne m'a pas coûté. De sorte que ces jours-ci, je me concentre dans le département de l'Ouest. Mais comme Leslie n'a pas encore visité le département de l'Ouest comme candidat à la présidence, j'aurai donc une occasion exceptionnelle et bienvenue de concilier les deux. Les responsabilités en tant que candidate sénatoriale et les responsabilités en tant qu'épouse de candidat à la présidence lorsqu'il visitera les différentes villes que je suis en train maintenant de visiter seule. Quel est votre sentiment, Madame Maniga, sur l'actuelle campagne sénatoriale? Je veux dire, c'est d'abord une grande première pour l'électeur haïtien d'avoir à faire face à quelqu'un qui sollicite son vote pour un siège au Sénat. Il y a eu, dans le passé, des députés, des madames le député, mais tout le monde sait comment ça s'est passé. Mais quelqu'un qui sollicite son vote pour un siège au Sénat, quelle est la communication qui s'établit ainsi entre l'électeur, l'électrice et vous, la candidate? Bien, je dirais beaucoup de travail. Car dans beaucoup de régions, les gens ne savent pas ce que c'est que le Sénat, ils ne savent pas ce que c'est qu'un sénateur. Et pour cause, parce que depuis presque 30 ans, nous n'avons plus de Sénat. Et même avant, l'éducation civique, je crois, n'était pas orientée vers l'apprentissage de cette forme démocratique de représentation de l'État. Les gens ne s'imaginent pas qu'un député et un sénateur, ou du moins, restons dans le domaine des institutions, la Chambre des députés et le Sénat, c'est aussi l'État. Pour eux, il y a une coïncidence exclusive, absolue, entre l'État et le gouvernement. De sorte que j'ai beaucoup de mal, je dois le dire, et en même temps c'est un stimulant pédagogique. J'ai beaucoup de mal à faire comprendre en quoi consiste ma fonction et ma responsabilité. Mais, et je pense que, si vous voulez, dans un certain sens, cela indique le travail à accomplir, non en tant que sénateur, à proprement parler, je dirais en tant que citoyenne. Et je souhaiterais que, à l'avenir, que nous ayons des programmes d'éducation civique dans nos écoles, à la radio, à la télévision, pour faire comprendre aux gens en quoi consiste effectivement le rôle d'un député et le rôle d'un sénateur. C'est vrai, le député, pour le maudire ou pour souhaiter qu'il soit différent de ce qu'ils ont connu, les gens savent ce que c'est. Le sénateur, pas du tout. Et une femme sénateur, je crois que la surprise est encore plus grande. Vous jouez la double difficulté, si je comprends bien, dans un cas comme celui-là. Mais vous avez dit pédagogique quelque part dans votre réponse. Comment un professeur devient, du jour au lendemain,
un solliciteur de vote. Bien, je ne suis pas professeur de mathématiques. Ma formation est celle de politologue. Et toute ma vie, dans toute ma carrière, j'ai enseigné la science politique. Plus particulièrement les relations internationales, je dois le dire, que le droit constitutionnel ou les pratiques politiques des différents États. Mais néanmoins, ma formation initiale est c'est la science politique, c'est-à-dire l'étude des institutions, du fonctionnement de l'État, de la gestion de l'État et tout. On pourrait dire qu'il y a une sorte, non pas de vocation, je n'y crois pas, mais de prédisposition professionnelle à exercer le métier de politique. Et maintenant que je suis dans l'action politique, enfin j'y suis depuis la création du RDNP et peut-être d'une certaine manière depuis mon mariage avec Leslie, mais depuis la création du RDNP, plus précisément depuis notre retour en Haïti, je suis plongée dans l'action politique. Et je me rends compte à quel point ma formation et mon expérience professionnelle comme enseignante m'ont aidée. D'abord parce que la politique étant notre métier, nous sommes familiarisés avec des concepts, sinon avec des réalités, car l'adaptation aux réalités est un effort permanent et constant et qui ne laisse pas de surprendre parfois. Et en outre, parce que, ayant été enseignante, j'ai toujours le souci au cours de notre campagne électorale et même avant, j'ai toujours le souci de la pédagogie politique, faire comprendre aux gens. Il ne s'agit pas de gailler des voix par l'émotion, nous essayons de gailler des voix par la raison. C'est peut-être plus difficile, c'est peut-être plus long, c'est certainement moins payant, moins rapide, mais c'est cette voie-là en laquelle je crois. Et je ne pourrais pas, je vous le dis très sincèrement, le plus naturellement du monde, je ne pourrais pas faire de la démagogie politique. Ceci, je ne le pourrais pas. Ou alors, il me faudrait oublier qui je suis, qui j'ai été, oublier ma formation, oublier mes principes, oublier... Alors, dans ce cas, on peut parler de vocation, oublier ma vocation. Vous vous dites, c'est le plus long chemin. C'est aussi le plus difficile, madame. Recueillir des voix en faisant comprendre aux gens et en refusant la sentimentalité. C'est le plus long, le plus difficile. Mais nous avons très peu de temps, madame, avant les élections. Nous avons très peu de temps. Si vous voulez, vous m'incitez à penser qu'il faut être pratique. Non, je vous demande, comment résolvez-vous l'équation? D'abord, je dirais que ce travail politique, ce travail de pédagogie politique n'est pas entrepris depuis récemment. Il est entrepris depuis notre retour en Haïti même et même avant. Vivant au Venezuela, nous avons organisé des cours de formation politique pour les travailleurs haïtiens en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane française et au Venezuela. Toutes les semaines, nous avions un enseignement et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'absolument passionnant que de mettre la science politique au niveau et au service des travailleurs haïtiens. C'est-à-dire, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement enrichissant, cet effort d'adaptation de mes connaissances à la capacité de compréhension. Compréhension non pas au niveau de l'intelligence, sinon au niveau de l'aptitude en matière d'éducation. Je veux bien le préciser, car lorsqu'on explique les choses aux gens, ils sont capables de le comprendre. Ça, c'est l'intelligence. Mais il est évident qu'enseignant à l'université, je suis familiarisée avec un certain public et il y a une certaine communication naturelle au niveau des concepts, du vocabulaire et tout. Et il s'agit, par-delà les mots, par-delà la forme, de s'attacher à la substance et de mettre cette substance-là au niveau des travailleurs. C'est cet effort d'adaptation dont je parlais. Donc, ceci a commencé depuis bien longtemps. Maintenant, nous sommes en campagne électorale. Je reconnais que je ne fais pas une campagne électorale classique. C'est-à-dire que, avant de demander aux gens, votez pour moi comme sénateur, je leur explique ce que c'est que la fonction sénatoriale. Et ça, je n'y peux rien. Certaines fois, on me dit, mais vaut mieux demander aux gens, avez-vous pris votre carte d'électeur? Mais je peux faire l'un et l'autre. Faire à la fois la pédagogie et l'éducation civique. La pédagogie, c'est apprendre ce qu'est la fonction sénatoriale. Car sinon, ce serait leur demander, votez pour moi comme sénateur parce que je suis femme, parce que je parle d'une certaine manière, parce que j'ai une belle robe, parce que je suis venue vous voir. Mais ils voteraient Myrland Maniga sénateur sans savoir ce que c'est qu'un sénateur.
Je préfère Si je vote procéder pour de vous, manière... Mirland Maniga, comme sénateur, est-ce que vous me direz ce que c'est qu'un sénateur? Je n'en ai pas besoin. Non, il faut que vous Je me n'en ai disiez. pas besoin. Je Dites-moi sais ce que que c'est qu'un sénateur. vous savez ce que c'est qu'un sénateur parfaitement. Bon, Ce alors n'est pas à vous dites-moi. que je pensais lorsque je parlais de pédagogie. Moi, je pense à moi quand je vous écoute. Ah non, bon, alors, bon, Alors. d'accord. Mais je dirais que vous savez ce que c'est qu'un sénateur. Mais je ne sais pas encore ce que sera le sénateur Mirland Maniga. J'aurais aimé qu'elle me l'explique. Je vous dirais que je ne le sais pas non plus, moi-même. J'ai des critères de référence. Bravo. Pourquoi bravo? Ce n'est pas de l'astuce, c'est de la sincérité. Non, c'est, Ce n'est pas de l'astuce. Non, je n'ai pas pensé à astuce. Oh, votre J'ai bravo est pensé- plutôt ironique. Non, j'ai dit bravo. Ah non, du fond du cœur. Avec vous, je ne peux pas faire d'ironie. Et bravo, c'était seulement le fait que je notais, malgré votre répugnance profonde à faire de la politique, je notais le passage du politique à la vraie politique. Et c'est Là, pourquoi nous j'ai dit sommes. bravo. Et c'est pourquoi j'ai dit bravo. Et je crois qu'il est important, allez-y, il est important que nous puissions cerner ce point. Vous avez dit, je ne sais pas encore ce que sera le sénateur Mirland Maniga. Bien. Bon. Je Mais sais- j'aurais aimé que vous puissiez au moins nous dire ce que souhaite être le sénateur Mirland Maniga. Soit, bien. Allez-y. Et en outre, vous ne m'avez pas laissé m'expliquer en disant je ne sais pas ce que je serai comme sénateur. Cela ne signifie pas que je n'y pense pas, que je ne m'y prépare pas, que je n'ai pas de critères, que je n'ai pas d'objectifs, etc., que je n'ai pas d'aspiration. Ce n'est pas cela. Je veux dire que lorsque l'on songe à une fonction comme celle-ci, qui est neuve dans notre pays et dans ma propre expérience d'être humain, je ne sais pas ce que c'est. Si vous voulez, je ne saurais pas non plus ce que c'est qu'être ministre, ou bombe de Kazakh ou magistrat communal. Je n'ai jamais exercé ces fonctions. Bien. Je veux dire par là que j'ai une certaine idée de ce que devrait être la fonction sénatoriale, indépendamment de ma personne. J'ai une certaine idée de ce que de l'investissement personnel que j'aimerais placer dans cette fonction. Ce que j'ignore encore, c'est la possibilité de faire concilier les deux, c'est-à-dire ma conception de la fonction, de ce qu'elle devrait être, ce que je suis capable de faire comme sénateur et ce que l'expérience concrète permettra de réaliser comme sénateur. Ce qui veut C'est dire... dans ce sens que j'avais introduit cette réserve, vous voyez. Ce qui veut dire que votre conception de la fonction sénatoriale, votre conception de votre rôle comme sénateur, ces deux concepts doivent s'adapter à une réalité politique. Une réalité politique, Et évidemment. humaine. Et humaine, et n'oubliez pas non plus que la fonction sénatoriale n'est pas uninominale, ce n'est pas quelque chose de personnel, ce n'est pas comme gérer un département ministériel où on est le seul patron. Enfin, vous m'entendez, je ne veux pas dire que l'on commande, mais enfin c'est le ministre qui donne l'impulsion, qui donne l'orientation, le pouvoir de décision. Au Sénat, le pouvoir de décision et les responsabilités sont partagées entre 27 personnes. Et il s'agira, pour moi, comme pour mes 26 autres, bon, je m'avance un peu si je suis élu, pour les 26 autres sénateurs, de nous emboîter l'un à l'autre de façon à concrétiser quelque chose qui sera l'apport de chacun. Ceci est éminemment difficile. Le sens du consensus. Le sens du consensus, le sens de la conciliation, la tolérance, la non-interférence de certains éléments de perversion, et je mesure mes mots, des éléments de perversion politique dans la gestion d'une fonction que j'estime éminemment positive et importante dans la construction de la démocratie que nous voulons. Tout Mais ceci... Attention, madame, attention, là, nous rentrons dans le concret. Je crois que c'est important pour nous, pour nos auditeurs, qui sont peut-être demain vos électeurs, de mettre face à face votre conception de la fonction et de la fonction du sénateur, la fonction du Sénat, et la réalité politique dans laquelle cette fonction va s'insérer. Oui. Une réalité faite, disons le mot, et vous le savez, de corruption de la tête aux pieds. Oui, vous avez parlé ça. de perversion. C'est pourquoi
mais de corruption de la tête aux pieds. Si vous le voulez, le mot est peut-être plus adéquat même. Et il faut bien réaliser une chose, c'est que cette corruption, elle a, comme beaucoup de leaders politiques l'ont reconnu, et votre mari le premier, elle a envahi, infesté tout le tissu social. Alors, le sénateur Mirland Manigat aura certainement à tailler dans ce tissu. Évidemment. Comment Évidemment. ça va se passer? Aura à Comment tailler et concevez-vous ça? avec, si vous voulez, des garde-fous que j'appellerais les principes, les normes, le respect de la loi, l'état de droit dont nous parlions tout à l'heure dans votre bureau, d'un côté, et de l'autre, un pragmatisme qui n'est pas un pragmatisme d'acceptation de n'importe quoi. Il n'y a pas de Un l'opportunisme. pragmatisme de tolérance. Autrement dit, en tant que sénateur, en tant que citoyenne, je sais que je ne peux pas être maximaliste. Autrement dit, ce n'est pas du jour au lendemain que l'on changera les pratiques, les mœurs, les institutions haïtiennes. De sorte qu'on ne peut pas espérer qu'en 1988, que d'un coup de baguette, le Sénat soit le Sénat idéal. Mais mon travail, et j'espère celui de mes collègues élus, sera de toujours tendre vers cet idéal. Mais la difficulté réside dans le fait qu'il faudra voir d'abord si nous tous nous avons le même idéal. Et c'est pourquoi j'ai parlé de cet inconnu que sera l'expérience dans l'exercice de la fonction. Je sais ce que je veux, je sais ce que je souhaite, je sais ce dont je suis capable. Je sais que la réalité telle qu'elle est inacceptable, mais je sais aussi que celle que je voudrais n'est pas immédiatement possible. Et l'effort, ma contribution personnelle sera toujours de tendre vers cette réalité, possible dans le futur, à condition que nous commencions à la construire pas à pas. Moi dans le domaine sénatorial, un autre dans le domaine de la gestion des municipalités, un autre au niveau présidentiel, etc. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je faisais allusion tout à l'heure, je ne sais si c'est devant le micro ou dans votre bureau, au sérieux et au sens de responsabilité que j'avais, aussi bien dans la campagne électorale que dans la projection de l'exercice de cette fonction sénatoriale. Beaucoup de sérieux. Prendre le pays au sérieux, mais considérer que nous avons un lourd héritage, que nous n'acceptons pas, mais nous ne pouvons pas la transformer du jour au lendemain. Cependant, il s'agira pour nous tous, moi comme sénateur, un autre dans un autre domaine, tout en n'acceptant pas la réalité, tout en nous efforçant de nous adapter à elle, cependant, de creuser des sillons qui finiront tout de même par former quelque chose de très puissant qui, dans l'avenir, changera la réalité elle-même. Je vous écoute, Madame Manigat, et je pense à la réaction de l'homme de la rue, qui est très positive sur votre candidature, par exemple. Évidemment, pour des raisons qui ne sont pas les vôtres. Ils ne sont pas aussi élaborés, aussi sophistiqués, aussi travaillés que vos raisons d'être, d'occuper ce poste. L'homme de la rue se dit en vous regardant, bien que nous te gagnions une deux femmes en bas à la dictature qui te vacabonne, mais mesdames yo, nous qu'a fait confiance. Yo pas volaise, yo pas crasé brisé, nous qu'a fait confiance. Cette réaction-là joue, moi je peux vous le dire, bien qu'il y ait peut-être des malentendus entre la mairie de Port-au-Prince et ma station, elle joue en faveur de Mme Franck-Paul, souvent. Son femme qui gagne courage, je n'ose pas dire devant vous le mot cru qui la qualifie, son femme qui gagne courage, et puis laissez faire travail là, j'en capable. Oui. Vous voyez? Bon. Et cela, je suis sûr, va jouer en votre faveur. Vous voyez? Malgré les précédents qui auraient pu faire sourire, non. Il y a une réaction dans l'opinion publique, je parle des petites gens, des gens humbles, pour dire, au fond, garçons, ils sont pas qu'être vagabonds, oui. Vous voyez il y a ça? un préjugé favorable à l'égard des femmes. À l'égard de votre sexe. Ceci est étonnant dans un pays tellement Phallocrate. phallocrate et machiste.
Et ceci n'est pas contradictoire. Je crois que ça reflète tout simplement l'ambivalence des sentiments humains. En ce qui me concerne, je vous dirai ceci. Je suis très flattée de cette confiance qui est placée en moi, et ce n'est pas de l'immodestie que de dire qu'elle est bien placée. Mais c'est une lourde responsabilité. Voilà, précisément, et j'en ai conscience. Je ne considère pas ceci comme une rigolade. Les gens me disent, bon, je suis la seule candidate au Sénat. Personnellement, je le déplore. Mais c'est étonnant quand même, Je le quand déplore. on pense qu'il y a eu 30 000 femmes l'an dernier. Exactement. Et puis cette année... Je ne comprends pas que les femmes ne se soient pas engouffrées pour occuper ces postes électifs qui sont offerts. Il y a exactement 2221 postes à pourvoir des CASEC au président de la République. Et il n'y a pas beaucoup de femmes. Peut-être un peu plus au niveau des conseils municipaux et des CASEC. 5%. Mais les Pas femmes, 10%. je suis la seule. Bon, si vous voulez ceci, sur le plan humain, sur le plan personnel, individuel, qui ne compte pas d'ailleurs, ceci n'affecte pas ma sérénité. Je suis la seule, et sur le plan humain comme sur le plan politique, je le déplore. Je ne pense pas que plus de femmes auraient ajouté plus de crédibilité au Sénat, ou plus de prestige au Sénat, ou plus de, je ne sais pas, d'efficacité au Sénat. Car tout dépendrait des candidates féminines. Cependant, tout en ne croyant pas au saupoudrage féminin qui caractérise souvent les luttes féministes, c'est-à-dire la nécessité de placer les femmes coûte que coûte en termes de pourcentage, pourquoi pas 20%, pourquoi pas 30% et 50%, tout en n'y croyant pas, je pense qu'on aurait eu une meilleure représentativité, non seulement de notre réalité démographique, nous sommes majoritaires, mais de notre réalité politique. Il y a pour moi un décalage entre l'engagement pris par les femmes dans cette conjoncture 86-87 et leur absence individuelle quand il s'agit d'élire, de se présenter comme candidat. Je le déplore personnellement. Tout le monde, tous les patriotes le déplorent. Et c'est là où il y a une espèce de décalage entre les pulsions qui s'expriment sur le champ de Mars avec 30 000 femmes défilant l'an dernier et l'engagement du quotidien pour cesser d'être une épouse au foyer, et puis sortir, aller faire campagne, cesser d'être une maman, et puis sortir, aller solliciter. Tout ça, c'est une grosse décision. Et je crois qu'il vous reviendra peut-être d'entraîner les autres. Je l'espère, très sincèrement, pour les prochaines législatures. J'ai signalé cette tendance, madame, à cause de la responsabilité et à cause du problème qui va se poser certainement, et qui est pour nous un problème capital, celui de la corruption. Imaginez, vous seul au Sénat, seule femme, avec ces principes, cette formation, cet idéal, et puis en face de vous, 2 ou 3 sénateurs, malgré notre idéal, nous ne pouvons pas éviter qu'il y ait la victoire d'une certaine magouille, 2 ou 3 sénateurs qui vont très gentiment essayer de ramener les trucs pour faire de bonnes affaires. Bien. Alors, comment ça va se passer? Je ne serai ni impressionné ni démonté. Démonter, ça, je suis certain que vous ne le serez pas. Non, certainement pas. On ne vous démonte pas aussi facilement. Certainement pas, on ne me démonte pas. Et en outre, je pense que pour les années à venir, et surtout les 2 prochaines années, pour ceux qui s'engagent dans la politique, il va falloir du courage. Mais vous parliez de consensus tout à l'heure. Vous auriez à vous opposer à eux. Non. Il y a des points sur lesquels on ne transige pas. En ce qui concerne la corruption, il n'y a pas d'adaptation possible. C'est pourquoi aussi je parlais de consensus, mais de normes, de principes, sur lesquels je ne transigerai pas. Des règles. Des règles. Peut-être. Vous savez, bon, à mon âge, il est difficile de changer. Leslie trouve parfois que dans l'affirmation de ces principes et de ces normes, dans leur défense légitime, j'affiche une trop grande raideur. Bien. Alors, on peut peut-être assouplir la raideur, mais pas la substance qui fonde la raideur, qui légitime la raideur. Je vous dirais qu'il soit 2 ou 26, je m'opposerai. Je n'ai pas peur d'être minoritaire, certainement pas. Je n'ai pas peur non plus d'être singulière. Même s'il s'agira de s'opposer à 26, je m'opposerai à 26. Votre ligne de base, définissez-la, madame. Cette ligne que vous ne franchissez pas. Ces règles que vous tenez à faire respecter, à respecter. D'abord, l'état de droit, les lois.
il faudra de bonnes lois et il faudra que ces lois soient respectées par tout le monde. En outre, la morale politique. Moi, étant une professionnelle de la politique, je n'admets pas le principe suivant lequel la politique est par naturellement sale, naturellement quelque chose d'immoral. Ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que, malheureusement par déformation, par tradition, dans notre pays comme dans d'autres pays, le bon politicien, c'est le magouilleur. Tandis que pour moi, le bon politicien, c'est celui qui assume ses responsabilités en fonction de normes et de principes et qui a le courage de les faire valoir, même au prix d'une défaite politique. Je n'ai pas peur d'être défaite. Politiquement, si c'est au nom de principes. On me parle aussi de la sécurité physique. Bon, le problème de l'insécurité, je le vis dès maintenant, aux côtés de Leslie. Nous n'avons pas peur de parcourir le pays. Je pense que, mon Dieu, le Sénat n'est pas la jungle, nécessairement. Le Sénat n'est pas non plus un salon doré où on s'échange des phrases. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ferai triompher, je vous le dis, même contre 26, mes principes, mes normes et une certaine conception de la morale politique. Ça, c'est certain. J'ai envie de dire bravo, mais comme vous m'avez repris tout à l'heure, j'ai très peur de mon temps. Ah, si vous le dites de manière non ironique, je l'accepterai. Toujours non ironique avec vous. Vous n'en manquez pas. Vous n'en manquez pas. Bien. Mais écoutez, vous me damez le pion parfois, hein, à propos d'ironie. Non. Bon, vous dites une chose, mais au passage, je note votre souci concret de faire avancer les choses dans une assemblée comme le Sénat, mais sur une base qui est le respect de certaines règles. Et moi, je vois 1988, madame. Oui. Nous sommes au lendemain d'une tragédie horrible qui a fait des dizaines, des centaines, des milliers, une dizaine de milliers de morts et des millions de victimes. Je sais qu'on a dit de ci, de là, pour la candidature présidentielle de certains leaders, qu'il faut tourner la page sur le passé. Mais vous serez peut-être amené au Sénat à avoir une attitude différente de celle de l'exécutif. Comment voyez-vous les choses du point de vue d'une justice à exercer envers les éléments de ce passé récent, madame? Bien, d'abord je vous dirais qu'il n'incombe pas au Sénat d'exercer la justice. Mais peut-être faire des lois. Faire des lois. Faire des lois, sans doute, pour prévenir le retour du passé, pas pour le sanctionner. Il appartiendra au pouvoir judiciaire de sanctionner le passé. Attendez, madame, que je précise. Faire des lois pour... prévenir. Expliciter des articles de la Constitution, madame. C'est certain. C'est certain. Oui. Dans un sens préventif. N'oubliez pas, il y a 10 ans pour le 291. 10 ans. Oui. Nous serons dans la deuxième année. Oui, mais je pense que si nous passons le cap de l'application de l'article 291 maintenant, il sera plus facile, je le crois. C'est un pari en tout cas. Ce n'est pas une certitude absolue, ni une conviction, que ce sera plus facile de l'appliquer pour les 10 prochaines années. Il n'y a pas de doute. On dit souvent que le ciel écoute d'abord les femmes. Je ne le crois pas. Souhaitons-le. Je ne crois pas que le ciel soit féministe. Je ne crois pas. Peut-être que nous, les femmes, nous sommes mieux avec le bon Dieu que les hommes, qui sont souvent des mécréants, mais en fait... Qu'est-ce qu'on prend au micro, dis donc, non, messieurs, croyez-le, vous entendez ça? je ne suis pas du tout féministe. Parlons sérieusement. Non, mais en vous écoutant, on le devient, madame. Oui, vous me l'avez déjà dit et je n'y crois pas non plus, je ne sais pas. En tout cas, si c'est un compliment, je l'accepte comme tel, je vous en remercie. Cependant, revenons de manière sérieuse au sujet. Vous avez parlé de relations avec l'exécutif. Il y a une chose tout de même qu'il ne faut pas oublier, c'est que je ne suis pas sénateur indépendant. Indépendante, voilà que... de lapsus qui... Très révélateur. Je ne suis très pas... révélateur. Mais quand même, il faut faire ça. Vous masculinisez la fonction. Non, les gens me demandent comment faudra-t-il t'appeler, sénatrice, sénateuse. Non. Bon. Madame le sénateur. Madame le sénateur, bien. Ou Madame Maniga Toko, je crois que ce sera plus simple. Ou bien sénateur. Sénateur, c'est plutôt sec. Non, c'est ainsi qu'on appelle en Haïti. Sénat. On dit Sénat. Bon, l'autre jour, on m'a donné du Sénat-Mirland et j'ai trouvé ça très joli. Ça, c'est joli. Sénat-Mirland. Pourquoi pas? Bien.
Donc, je ne suis pas indépendante. Je suis présentée par un parti politique. Ce qui suppose que nous aurons à définir non seulement les règles d'un comportement parlementaire vis-à-vis d'un exécutif, mais pas de n'importe quel exécutif. Car la tête de l'exécutif sera sans doute RDNP. Je vous vois sourire, les auditeurs ne peuvent pas le voir. Encore le sourire ironique. Non, madame. Ou dubitatif. Non plus. Bien. Non plus, madame. L'exécutif... Je vais vous dire une chose, vous voyez Revenons aux choses sérieuses. Non, vous me poussez le dans mes technicien derniers nous fait retranchements. signe que le temps s'achève. Allez-y. La demi-heure C'est s'achève. dommage. J'aurais demandé au directeur de la station une prolongation du temps, mais je sais qu'il est inflexible. Allez-y, madame, je vous en prie. Non, mais les relations avec l'exécutif. Et voilà un point sérieux. Voilà un domaine dans lequel nous devrons faire un apprentissage sérieux. Car je suis sénateur indépendant, pas RDNP, au Sénat. Bien, nous devrons compter avec une majorité parlementaire ou une minorité parlementaire, je ne le sais pas. Ça dépendra des urnes. Ou alors, ce qui va se passer en Haïti, étant donné que peut-être peu de candidats se sont présentés avec une étiquette partisane, au moins qu'on ne le pensait, il y aura le phénomène de l'apparentement qui est tellement classique. Cependant, je souhaite que cet apparentement ne soit pas fantaisiste. Il soit décidé, conscient et surtout fondé sur l'acceptation des principes du parti auquel on décide de s'apparenter. Donc, définir les relations vis-à-vis avec l'exécutif. Avec un gouvernement RDNP, je n'aurai pas de problème. Non seulement par fidélité partisane, mais je dirais qu'avec un gouvernement RDNP, l'exécutif RDNP, je rencontrerai au niveau de l'exécutif le respect et la défense des mêmes principes et des mêmes normes que je retrouve au Sénat. Donc il n'y aura pas de problème à cet égard. Avec le danger du ronron. Pas de ronron, vous savez, nous aurons tant de problèmes à résoudre. Il y a aussi tant de questions à poser à Mirland Maniga, l'épouse d'un candidat à la présidence, mais surtout candidat au Sénat elle-même. Qu'auriez-vous dit, Madame Maniga, à vos électeurs et à vos électeurs? Une femme et un membre d'un parti dont l'idéologie est connue, dont le programme de gouvernement est connu. Donc, je souhaiterais qu'il vote pour moi, non pas parce que je suis une femme, que je suis la seule femme candidate au Sénat, mais qu'il vote pour moi parce qu'il croit dans ce programme qui s'appelle Changer la vie. Merci beaucoup, madame. C'est à moi de vous remercier.